le Méga Plein Air Show avec Yves Laroche sur CGIT-FM. Parlons faune, cette semaine, on a un sujet fort intéressant. On est en compagnie du biologiste responsable à Grande Faune au secteur faune de l'Estrie. On parle d'Éric Jacquard. Bonjour, Éric, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Bon, il y a un sujet que je pense depuis quelques années qui anime beaucoup de discussions chez les chasseurs, en particulier d'orignaux. C'est la fameuse tique d'hiver. Vous autres travaillez fort sur le suivi justement de cette tique-là, mais avant d'en arriver là, c'est quoi ça, cette tique d'hiver-là? Ben, la tique d'hiver, c'est un parasite naturel qui est présent dans l'environnement puis qui affecte principalement les cervidés, mais surtout l'orignal. La particularité de cette tique-là, c'est que comparativement aux autres espèces de tiques, elle est beaucoup plus grosse, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre une taille là, jusqu'à 15 mm. Mm-hmm. Et puis, on peut en retrouver, là, c'est pas étonnant d'en retrouver là, plusieurs milliers sur un seul orignal. Oh! Ouais, c'est quelque chose, ça? Oui, c'est beaucoup. Justement, c'est quoi les effets que ça a sur nos orignaux? Ben, c'est certain que des tiques comme ça, un nombre de tiques aussi important sur chaque individu, là, ça amène évidemment des dérangements très importants là, au niveau du comportement normal de l'orignal. C'est sûr que ça entraîne des démangeaisons. L'orignal va un peu délaisser ses activités d'alimentation, ses activités normales pour s'adonner à un toilettage excessif, là, c'est-à-dire qu'il va se gratter contre les arbres. Ça lui inflige souvent des plaies, des blessures. Donc, ça peut résulter en des infections. On voit beaucoup de perte de poils aussi là, au niveau des orignaux. Mm-hmm. Donc, au fin du mois de mars, quand les températures sont encore froides, l'orignal a plus de difficultés à réguler sa température. Il y a aussi beaucoup de perte de sang reliées à l'activité de la tique. Là. Donc, c'est tous des effets qui affectent là, les animaux qui sont fortement infestés. Est-ce qu'un grand nombre de tiques sur l'orignal peut amener sa mort? Oui, on observe des mortalités ponctuellement. Là. C'est surtout les jeunes individus là, qui semblent être affectés là, jusqu'à la mort. Là. Les adultes sont affectés aussi, mais la capacité de régulation de la température et les réserves énergétiques des adultes sont plus importantes, plus efficaces. Donc, à ce moment-là, on observe moins de mortalité chez les adultes que chez les jeunes. Là, la question que plusieurs chasseurs peuvent se poser, s'ils récoltent un orignal à la chasse, est-ce qu'il y a des dangers pour la consommation de la viande si un orignal est infecté? Non, en fait, les dangers sont pas dus à la tique elle-même parce que la particularité de cette tique-là, c'est qu'elle ne comporte qu'un seul hôte, donc elle n'affecte normalement qu'un seul orignal durant son cycle de vie. Si jamais un orignal, un animal était porteur d'une maladie, à ce moment-là, la transmission de maladie d'un animal à l'autre est très, très, très minime là, vu son cycle de vie. Donc, techniquement, les effets indirects de la tique sur l'orignal affectent beaucoup l'animal lui-même, mais au niveau de la qualité de la viande, là, la tique d'hiver n'est pas reconnue comme un vecteur de maladie. C'est sûr que l'orignal est moins beau, hein? Il manque de poils souvent. Oui. Mais je suis content d'entendre ça parce que je pense que ça va rassurer beaucoup de chasseurs. Maintenant, vous travaillez fort, vous autres, sur le suivi justement de la tique d'hiver depuis quelques années. En quoi se résument justement vos interventions là puis il faudrait savoir pour en venir à quoi faire après ça là pour essayer peut-être d'en comprendre plus ou peut-être je sais pas, peut-être même arriver à changer les règles de chasse, peut-être? Je sais pas. Bien, éventuellement, c'est certain que le but de toutes nos activités de collecte de données, c'est d'arriver à mieux comprendre le phénomène, mieux aussi voir les effets là, au fil du temps du phénomène sur les cheptels, puis éventuellement adapter nos modalités de gestion. Mais principalement, notre suivi, il se fait l'automne, c'est-à-dire depuis les 2 dernières années, on a des collectes de données aux stations d'enregistrement l'automne où on rencontre les chasseurs, on prend des mesures, premièrement, du nombre d'orignaux infestés de tiques, mais on a aussi une mesure de la charge parasitaire, c'est-à-dire du nombre de tiques présents sur chaque animal. Mm-hmm. Donc, ces travaux-là se font à l'échelle de plusieurs régions du Québec. Donc, ça va nous permettre de voir éventuellement de quelle manière le phénomène est en évolution. Et puis, ça nous permet aussi de définir la répartition géographique. Puis, on vise éventuellement à augmenter même notre échantillonnage en estrie. Moi, j'ai lu, là, il y a certains chroniqueurs
travailleurs de chasse et pêche qui ont dit qu'éventuellement, on pourrait même arriver à changer la chasse comme telle, là, des orignaux, peut-être même prendre des mesures pour moins chasser dans certaines régions. Est-ce que c'est possible, ça? Ben, ça peut en arriver là, effectivement, parce que faut comprendre une chose, c'est qu'en Estrie, on a évidemment un cheptel qui est bien implanté, un cheptel d'orignaux là, bien implanté, là, surtout les zones 4, les zones 6. L'orignal n'est pas nécessairement réparti de façon uniforme à l'échelle des zones, mais notre pression de chasse est très forte. Ouais. Donc, on a bénéficié longtemps des effets de l'apport d'un certain nombre d'orignaux en provenance des États américains voisins. Donc, cette immigration-là a eu pour effet d'augmenter, si on veut, je le dis entre parenthèses, le potentiel de chasse qu'on a ici. Ouais. Et nos niveaux de prélèvement, là, particulièrement les années permissives, c'est-à-dire où la femelle est permise, dans la zone 4, là, on atteint presque 50% de prélèvement. Ça, c'est très, très, très élevé. Donc, si en plus de cette pression forte-là, on observe que des phénomènes de mortalité naturelle, comme par exemple la tique d'hiver, venaient à prendre de l'ampleur, bien, c'est sûr qu'il va falloir réagir là, en termes de pression là, sur le cheptel. Mais là, au moins, vous avez réussi à justement limiter un peu les dégâts, parce que pour les prochaines années, je crois que là, il n'y aura pas de chasse à la femelle, là, ici dans la zone 4, c'est ça? Ben, c'est ce qu'il y a eu. On a fermé le segment femelle en 2013, et puis notre recommandation, on se donnait quand même la saison de chasse 2013 et 2014 pour voir s'il y avait reprise là, dans les niveaux de population, et si on note pas d'amélioration, ben, c'est certain qu'on va recommander la fermeture du segment femelle pour 2015. Mais il nous reste encore des données à analyser là, pour voir les effets, premièrement, de la fermeture de la femelle en 2013, mais aussi des autres phénomènes naturels, voir à quel point le cheptel s'est remis de la baisse qu'on a observée dans les dernières années. Bon, je pense qu'on a fait une belle parenthèse là-dessus. Ça va être quand même un sujet de suivi. Maintenant, en revenant à nos moutons, au niveau de la tique d'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire comme chasseur ou le public en général là, pour vous aider, là, justement? Là? Bien, ça, c'est une excellente question. Tout d'abord, il faut dire que le phénomène de la tique d'hiver, là, on l'observe principalement à la fin de l'hiver, c'est-à-dire au mois de mars, début avril. C'est là que la tique est à son maximum, sa taille maximale. Donc, les effets sur les orignaux, la perte de poils, grande quantité de tiques, on voit même du sang dans les traces, perte de poils au sol. Évidemment, quand des chasseurs ou les citoyens observent ces phénomènes-là, ils peuvent contacter SOS Braconnage, là, surtout s'ils voient, ils observent l'animal mal en point. À ce moment-là, on est en mesure d'intervenir. Nous, ça nous permet de prendre des données en période hivernale, voir comment ces animaux-là, dans quelles conditions physiques ils sont suite aux hivers. Mais il y a aussi tout le volet participation des chasseurs aux stations d'enregistrement. À l'automne, quand on prend nos données sur la charge parasitaire et le nombre d'orignaux FST, à ce moment-là, les tiques sont beaucoup moins visibles, sont grosses à peine comme une tête d'épingle. Okay. Et puis là, on souhaite rencontrer le plus de chasseurs possible. Puis toute observation ou commentaire par rapport à ces phénomènes-là sont les bienvenus là, de la part des chasseurs et des citoyens. Et puis pour les auditeurs du Méga Plein Air Show, s'ils veulent avoir plus d'informations justement sur la tique d'hiver de l'orignal, avez-vous de la littérature à leur suggérer? Ben oui, ben premièrement, on a une documentation qui est présente sur notre site Internet, mais on a aussi produit spécifiquement à cet effet-là un dépliant sur la tique d'hiver qu'on a mis en disposition dans tous les bureaux de la protection de la faune et nos bureaux là, du secteur faune. Donc, les gens peuvent venir se les procurer là, avec plaisir et puis ça nous donne une belle occasion d'échanger avec les gens à ce niveau-là. Ben, merci beaucoup, Éric. C'est toujours plaisant de discuter avec toi. On en apprend toujours beaucoup. Et puis, s'il y a d'autres sujets, des fois, que tu veux nous faire part, ben, tu es toujours le bienvenu au Méga Plein Air Show. Ben, merci à toi, Yves, puis à bientôt. Alors, c'était Parlons Faune en compagnie d'Éric Jacquard, biologiste responsable de la grande faune au secteur Estrie. On poursuit dans quelques secondes avec une autre chronique à votre Méga Plein Air Show.